Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La gestion financière de la capitale congolaise Kinshasa est au cœur des débats. 64 millions de dollars se sont volatilisés au cours de ces 10 dernières années. La nouvelle assemblée provinciale en place compte faire la lumière sur cette affaire. L'accord de libre-échange entre la Tunisie et l'Union européenne inquiète les agriculteurs tunisiens, mais le Premier ministre se montre rassurant sur les termes de cet accord qu'il affirme être gagnant-gagnant. Et le championnat de football malien n'a toujours pas repris. Les joueurs se préparent quand même pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2020. Une situation difficile. La gestion de la capitale congolaise Kinshasa durant la mandature passée est au cœur des débats à l'Assemblée provinciale. Le ministre provincial des Finances, Guy Matondo, a été suspendu le 9 mai, accusé de mauvaise gestion des finances de la ville. En tout, ce serait près de 64 millions de dollars contractés par les autorités de la mandature passée qui se seraient volatilisés. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commentaire Ange Doménio. Éclairer la lanterne de l'opinion sur la gestion de la ville de Kinshasa durant les 2 dernières mandatures, c'est la démarche que mène l'Assemblée provinciale de la capitale congolaise. Une ville surendettée dont les fonds estimés à plus de 60 millions de dollars contractés pendant la législature passée se sont volatilisés. Interpellé par l'Assemblée provinciale le 6 mai, le ministre des Finances de la ville, Guy Matondo, n'a pas convaincu les élus. Il est donc suspendu et un dossier judiciaire est en voie d'être ouvert à son encontre. Il est anormal que nous soyons dans une ville où seule la politique constitue les moyens d'enrichissement. C'est vrai que les autorités auront toujours suffisamment de moyens, mais nous ne permettrons à personne, tant que nous sommes là, de s'enrichir sur les dos de la ville de Kinshasa. C'est la deuxième personnalité parmi les autorités sortantes de la province dont le collimateur de la justice. Accusé de détournement des véhicules de l'Assemblée provinciale, Roger Nsigui, l'ex-président de cette institution, se retrouve sous les verrous depuis le mois de mars. Je suis de ceux qui pensent que pour changer la République démocratique du Congo, il y a 3 choses qu'il faut faire. 1. La discipline des dirigeants. 2. Le dur labeur de la population. Et 3. La bonne intelligence avec la communauté internationale. Il faut noter que la population et les observateurs n'ont cessé d'exprimer des inquiétudes sur la gestion de la ville durant les 10 dernières années. La corruption, l'impunité d'une part et le manque de contrôle sérieux par l'Assemblée provinciale sur l'exécutif d'autre part ont favorisé la mauvaise gestion de la capitale. Également dans l'actualité, le conflit séparatiste qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun était pour la première fois au menu du Conseil de sécurité de l'ONU ce lundi 13 mai à la demande des États-Unis. Une crise humanitaire dans laquelle près de 4,3 millions de personnes auraient besoin d'une assistance, ce qui représente 1/6 de la population camerounaise. On compte aujourd'hui 1,3 million de déplacés, soit 8 fois plus que l'an passé. L'ambassadeur du Cameroun à l'ONU a dénoncé les larmes de fainte de certains protagonistes. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a rassuré le 12 mai la population tunisienne concernant l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, un accord en négociation depuis 2015 qui devait être signé d'ici la fin de l'année 2019. Mais cet accord fait craindre une précarisation de l'agriculture aux ouvriers tunisiens, voire même une disparition de ce secteur au profit de la concurrence étrangère. Solène Duplessis. La Tunisie ne signera pas d'accord de libre-échange avec l'Union européenne, contraire aux intérêts du pays et des agriculteurs. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Youssef Chahed ce dimanche. En effet, les 2 parties ont entamé depuis 2015 des négociations pour la mise en œuvre de l'ALECA, l'accord de libre-échange complet et approfondi, un accord qui prévoit une meilleure intégration de l'économie tunisienne dans l'espace économique européen, mais qui suscite des inquiétudes. Tout accord devra prendre en considération la différence de développement entre les 2 parties et la progressivité et être accompagné par un ensemble de mesures pour l'agriculture et la pêche. Il faudra développer l'agriculture pour qu'elle atteigne un niveau lui permettant de faire face à la concurrence.
Un accord qui fait débat. En effet, l'ALECA pourrait, selon des experts, nuire au secteur agricole tunisien. L'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, qui s'oppose à la signature de l'accord dans sa version actuelle, craint qu'il n'affecte notamment l'indépendance alimentaire et la compétitivité des produits agricoles tunisiens. Il y a un vrai problème en termes de négociation et surtout cette ouverture du marché va encore pénaliser le marché tunisien. Mais quoi qu'il en soit, le pays ne s'est pas préparé pour avoir les anticorps et affronter une complexité de la réalité du monde d'aujourd'hui, en tout cas dans cette relation avec l'Union européenne. Les négociations entre la Tunisie et l'Union européenne pour l'accord de libre-échange entrent dans la phase terminale. Sa signature a été annoncée pour fin 2019. L'ALECA devrait ainsi renforcer l'accord d'association en vigueur depuis 1995, mais le gouvernement tunisien souhaite au préalable élargir les discussions avec la société civile et le secteur privé dans le cadre d'une approche participative. Dans le reste de l'actualité, l'ancien président soudanais Omar el-Béchir a été inculpé ce lundi 13 mai par la justice soudanaise pour meurtre de manifestants suite à une enquête sur la mort d'un médecin pendant les manifestations qui ont conduit à sa destitution par l'armée le 11 avril 2019. Rappelons que l'ancien chef de l'État, qui est emprisonné depuis sa destitution, fait également l'objet de mandats d'arrêt de la part de la Cour pénale internationale pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre lors du conflit au Darfour. L'affaire fait couler beaucoup d'encre au Soudan. Plus de 200 kilos d'or ont été saisis après l'atterrissage d'un hélicoptère à Khartoum. Et sur ces 200 kilos d'or, seuls 93 kilos ont été déclarés. Un problème pour les autorités soudanaises qui luttent contre le trafic illicite d'or. Un sujet de la rédaction. Les forces de soutien rapide soudanaises ont saisi le 9 mai 241 kilos d'or dans un hélicoptère atterrissant à Khartoum, capitale soudanaise. Une cargaison en provenance de l'État du Nil est transportée par une société minière marocaine. Une enquête sur un possible trafic illicite a été ouverte. Lors d'une opération dans l'État du Nil contre la contrebande, nous avons saisi une grande quantité d'or, environ 241 kilos. L'entreprise qui l'a produite est une société d'investissement marocaine. La situation reste confuse autour de l'exportation de ces kilos d'or. La société impliquée dans cette affaire n'aurait déclaré qu'un tiers de la cargaison transportée, laissant ainsi planer le doute sur un éventuel trafic illicite. Car bien souvent, les producteurs d'or exerçant dans le secteur privé tenteraient de se soustraire à la réglementation soudanaise, en vigueur depuis 2017, obligeant les exploitants aurifères à vendre de l'or à la banque centrale, en monnaie locale, à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués sur le marché noir. 93 kg de cette quantité d'or saisie devait arriver hier afin d'être exportée à l'étranger. Alors à quelle fin ces 148 kilos d'or non déclarés devaient-ils être exploités? Le secteur aurifère génère plus de 80% des revenus en monnaie étrangère au Soudan et représente plus de 37% des exportations. Selon les chiffres délivrés par les autorités, environ 70% de la production d'or serait exportée illégalement dans ce pays qui produit environ 100 tonnes d'or par an. Au Mali, la reprise du championnat de football définie par la feuille de route de la FIFA se fait toujours attendre. La compétition devait pourtant reprendre en janvier 2019 pour notamment préparer les joueurs aux éliminatoires de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations prévue en 2020. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le Mali prépare les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020. Compétition dédiée aux footballeurs évoluant dans les championnats locaux, elle sert de tremplin aux locaux qui voient désormais leur place ravie par ceux évoluant en Europe. Au Mali, des difficultés subsistent pour la sélection des joueurs, faute de championnat il y a 2 ans. On est obligé aujourd'hui de faire avec. On est en train de multiplier les matchs amicaux, de voir réellement, de permettre aux joueurs que nous avons de retrouver petit à petit leur meilleur niveau. Nous avons déposé un programme aussi au niveau de la fédération pour nous permettre aussi d'avoir des matchs amicaux à l'extérieur. Au moins, si on parvient à vers 2, 3, 4 matchs amicaux dans les pays proches, je pense que ça va nous faire du bien. La reprise du championnat qui semblait un acquis avec la feuille de route de la FIFA se fait toujours attendre. Aujourd'hui, joueurs et encadreurs voient parfois leurs rêves d'évoluer dans le haut niveau bloqués, faute de terrain d'entente entre les protagonistes de la crise. Vous savez, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, on est persuadé que les acteurs de football, tout le monde est fatigué aujourd'hui par cette crise.
Donc nous prions Dieu, nous prions les acteurs de football, nous prions surtout les dirigeants de football, réellement qui prennent conscience qu'ils trouvent la solution très vite. Le Mali, qui doit affronter la Guinée-Bissau au premier tour, multiplie des matchs amicaux avec des centres de formation, mais aussi avec les équipes ayant représenté le Mali dans les compétitions africaines de clubs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.